Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. C'est le quatrième épisode du live coding avec Bachar et Seb. Bonjour à tout le monde. Et là, j'essaye d'avoir Bachar à l'écran. Hop! Bon, eh bien, cette fois-ci, je devrais être avec Bachar. Non, c'est son écran qu'on voit. Donc, on va mettre Bachar comme ça. Hop, hop. Et on est presque bon. Bonjour Bachar, comment ça va? Ça va, toi? La Ça, semaine c'est s'est un bien... bon. Ouais, la semaine s'est Ouais, la bien semaine s'est bien passée. Ouais, ouais. des deux côtés. Petit récapitulatif des épisodes précédents. Si vous aviez regardé le live coding les dernières fois, nous sommes en train de migrer une application Node.js MySQL depuis un environnement on-premise vers le cloud. Dans le premier épisode, on avait essayé simplement, on avait reçu l'application sur un GitHub et à la main, on avait créé une instance EC2 et on avait déployé cette application. Dans le deuxième épisode, on a mis en place un réseau et on a automatisé la création de ce réseau pour une infrastructure plus solide, plus pérenne dans le temps également. Et puis dans le troisième épisode, on a commencé à séparer la base de données du code avec Amazon RDS. Tu veux rajouter quelque chose? C'est Non, fidèle, c'est non, là où on en est? tout à fait. T'as très très bien résumé. Et alors, la mission de ce quatrième épisode, ça va être quoi? Suspense, on a reçu de nouveau un message, donc écoutons ce message. Knock knock. Coucou, bonjour à vous deux, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Vous n'avez pas progressé aussi rapidement que j'espérais la semaine passée. Cette semaine, avant toute autre chose, terminez le déploiement de la base de données. Votre quatrième mission consistera à déployer cette base de données avec le CDK. Dites-moi. Je ne veux plus voir de mot de passe en clair. Mettez-moi ce mot de passe dans un endroit sécurisé. Je compte sur vous les gars. Vous avez 1 heure. C'est la vie. Oula, il y a la voix qui se fâche un peu. Donc deux choses. On était resté avec une base de données qu'on avait créée manuellement la semaine passée. Et clairement, la mission de cette semaine, c'est d'automatiser ça, puisque le but dans ce live coding, c'est de suivre les best practices. Et une des best practices, c'est d'automatiser tout ce qu'on fait. Et donc, on avait commencé avec le CDK pour créer le réseau. On va continuer avec le CDK pour créer la base de données automatiquement. Comme ça, on pourra créer autant d'environnements qu'on le souhaite. Et puis, la voix le disait, le mot de passe que l'application utilise pour se connecter à la base de données, pour le moment, rappelle-moi, il est dans une variable d'environnement où il est codé dans le code de l'application ou un fichier de config ou un truc comme ça. Exactement. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il est un peu hard-codé et puis ben voilà, c'est pas très sécuritaire quoi. Mais on D'accord, a fait ça juste pour pour finir tester. la migration à temps et puis permettre à tout le monde d'aller dîner. C'est vrai qu'on avait terminé un peu plus tard la semaine passée. Et donc, on va arrêter de faire ça parce que c'est pas une best practice évidemment. Il y a un service pour stocker des secrets qui s'appelle Secret Manager et on va mettre le mot de passe dans Secret Manager qui va être aussi géré par le CDK. Et puis il y aura un petit changement à faire dans le code. Alors là, tu as le diagramme d'architecture. Ouais. Je vais bouger les fenêtres vidéo, comme ça on verra mieux le diagramme d'architecture. Donc on était sur la région Francfort, si je me souviens bien, avec Ouais. 3 availability zones, 3 subnets publics, 3 subnets privés, 3 subnets internes. On avait déployé les bases de données dans les subnets privés, internes, j'ai oublié le nom qu'on utilise pour ça. Isolé, Isolés, isolé c'est ça, ouais. Ouais, ils sont privés, mais isolés, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas accès à l'Internet en outbound. Et puis, pour le moment, on a toujours une instance EC2 qui est déployée automatiquement avec le CDK aussi et qui, elle, est dans un des subnets publics. Alors plus tard, ça évoluera, il y aura du load balancing et des choses comme ça. Mais c'est à peu près l'endroit où on en est. Ouais, 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 c'est exact. Alors, Euh, tout le mhm. code est sur ton GitHub. Ouais, Je mets le GitHub dans les commentaires sur Twitch et je balance le lien également sur le broadcast. Donc vous avez github.com alphalugi/live coding.
Donc n'hésitez pas à y aller. Il y a le résumé d'épisode en épisode. On nous dit que le son est meilleur cette semaine. J'espère qu'on n'aura plus de problème de son. Pendant qu'on préparait l'épisode, pour rien vous cacher, Bachar et moi on est connectés depuis une demi-heure, trois quarts d'heure. On a eu des petites pertes de connexion avec Skype. Ouais. Donc si ça arrive, on se rappelle et on continuera en live. Alors... On commence le boulot. On commence le boulot. Bah, c'est toi qui vas. Oui, cette fois-ci, il y a beaucoup de code. On va vraiment rentrer dans le code du CDK. Donc CDK, un petit rappel pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents. Je te laisse te préparer au niveau des éditeurs de texte, etc. Ouais. N'oublie pas de bien agrandir les fenêtres pour qu'on puisse lire à l'écran ce qui se passe. Le CDK, c'est le Cloud Development Kit. C'est un framework, un set d'outils qui vous permet de coder en JavaScript, en TypeScript, en Python, de l'infrastructure. Et ça génère des templates CloudFormation derrière. Mais plutôt que de faire du YAML ou du JSON, ben vous travaillez avec des vrais langages typés, avec des erreurs qui peuvent être prises à la compilation, en tout cas pour TypeScript, Java. Et vous pouvez faire des structures, des loops, des conditions, des choses comme ça qu'on ne peut pas faire en JSON. Donc on a déjà un CDK qui a servi à créer le réseau et l'instance EC2. Et Bachar est en train de travailler, vous voyez là sur l'écran de gauche, dans un IDE qui tourne lui-même dans le cloud sur l'instance EC2. C'est Cloud9 qu'on utilise pour ça. Et là, tu es en train de rouvrir ton projet. C'est un projet assez simple, hein. Il n'y a que la création du VPC finalement. Ouais, donc là on avait fait le VPC la dernière fois, et puis c'est le seul stack qu'on crée. Donc la première chose à faire, c'est de créer un nouveau stack. Donc je vais faire ça tout de suite. Je rajoute une nouvelle classe en fait dans le répertoire lib ici. Donc les stacks, ce sont les stacks CloudFormation, puisque CDK c'est vraiment une couche au-dessus de CloudFormation. Ouais. Et donc c'est une best practice, c'est de ne pas mettre toutes les ressources dans un stack. D'abord un stack est limité en taille, donc à un moment vous allez être limité. Même faire un stack pour le réseau, un stack pour votre couche data, un stack pour votre couche API, etc. Et donc ça se fait avec le CDK aussi, simplement en créant des classes différentes. Et puis dans son programme principal, je suppose que quelque part tu crées ces stacks. Ouais. Donc là, tu crées un nouveau stack, tu crées une nouvelle classe JavaScript qui s'appelle RDS Stack, qui va créer notre base de données RDS. Puis en gros, ce qu'il faut faire, c'est juste étendre, en gros, ce que ça prend, c'est il faut étendre la classe cdk.stack, puis il faut définir un constructeur, puis toute la magie se passe là-dedans, en fait. Donc c'est ici qu'on va mettre, c'est ici qu'on va mettre notre code, juste à cet endroit-là, quoi. Donc là, j'ai juste copy-pasté j'ai créé un squelette vide, en gros, quoi, vite fait. Et notre code, il va dire quoi essentiellement? Il va dire quelle base de données on veut, quel est le username, password, le type de stock. En fait, c'est toutes les données qu'on rentre dans la console à la main quand on crée une base de données, on va les mettre en code. Ouais, exactement. On va paramétrer. On va aussi s'assurer de mettre. Donc la dernière fois, on avait un fichier de config là qui est ici. On va commencer un peu aussi à remplir ce fichier de config au fur et à mesure avec tout ce qu'on a besoin pour éviter d'hardcoder trop dans le code. Puis on s'était dit aussi que le même code est utilisé pour la prod et pour le dev. Donc le même script CDK va permettre de gérer les deux. Puis il faut juste passer en passant une variable d'environnement, quand on appelle CDK, on va pouvoir avoir l'environnement désiré. Donc juste un truc aussi, c'est que le point d'entrée, c'est ce qui est dans /bin. Hein. Donc dans bin, il y a quand j'appelle la commande cdk deploy, c'est ça qui est invoqué, c'est guestbook-cdk.js dans le répertoire bin. Et là, moi par rapport à la dernière fois, ce qu'on avait rajouté, c'était un petit peu de magie pour avoir loadé un fichier de config différent en fonction de l'environnement. Donc ça, c'est un petit peu la magie, c'est très simple. Puis que en fait, ce dictionnaire là, donc de config, il est passé au stack. Puis comme ça, on peut gérer les deux. Donc là, il y a juste un autre truc qu'il faut faire, c'est que là, j'ai créé un guestbook VPC stack. Là, c'est le moment de faire la même chose, mais avec un RDS. Donc là, un nouveau stack. Puis je vais garder la même nomenclature là. Et puis il faut juste aussi bien entendu que ici cette variable, cette constante, il faut que je la définisse. Donc ça pointe vers le nouveau fichier que j'ai mis dans lib ici. Ça va loader cette classe dans cette constante. Et puis là, je peux invoquer en fait le stack qui va être exécuté. Donc maintenant, c'est disponible. Quand je fais un cdk list,
je devrais le voir. On peut essayer. Hein, en fait, ce guestbook CDK, c'est un peu c'est le point d'entrée de l'application CDK, et c'est là qu'on va créer les différents. T'as une erreur. Les différents. Les différents stacks. Bouger les fenêtres, ça sera plus facile. Juste faire que je fasse. Non, il faut juste que je fasse un npm install là, c'est parce que c'était le repo, je l'avais cloné vide. Chaque fois qu'il y a une dépendance. Ouais, parce que j'ai recloné. Je rappelle la dernière fois, on avait un Cloud9 qui était dans le premier Cloud9, l'environnement Cloud9 qu'on avait créé, c'était dans le défaut dans le subnet par défaut parce qu'on n'avait pas de dans le VPC par défaut, excusez-moi, parce qu'on n'avait pas de VPC. Et puis là, du coup, ce qu'il faut faire, c'est on avait recréé un Cloud9 mais dans notre nouveau VPC. Donc là, j'avais repoulé le code et puis il faut juste refaire un npm install. Donc là, théoriquement, si tout va bien, si les dieux du stade sont avec moi. Oui, alors là, il me dit qu'il n'y a pas le fichier config dev, effectivement. Donc une fois de plus, hein, c'était, vous voyez bien là, je l'avais pas recréé. Hein, je ne commit pas les fichiers de config dans GitHub. Ce qui est normal, hein, puisqu'ils ont des secrets parfois. Donc on ne met pas les fichiers de config dans GitHub. Donc là, la seule chose qu'il faut que je modifie, c'est mon account ID. Il faut que je mette mon account ID ici. Ok, je vais vite le faire. Non, j'aurais dû. Excusez-moi, c'est là que je le trouve, l'account ID. Bon, ça, c'est jamais super à montrer ce truc. Mais hop. Donc, je pense pas que ça change grand-chose d'aller vite parce que. Non, de toute façon, on peut faire pause dans la vidéo. Donc CDK list. Donc là, ça devrait lister, ça devrait me dire que j'ai 2 stacks. Là, le comportement, là. Là, ça me dit CDK list, c'est une commande qui me donne c'est quoi les stacks que je peux déployer. Donc après, quand je fais mon CDK deploy, je peux dire je veux juste déployer le RDS. Je vais pas redéployer le VPC, il est déjà fait, ça sert à rien. Donc là, c'est bon, j'ai mon squelette, mais j'ai rien. Donc là, si je fais un CDK deploy de ça, RDS, au fait, vous pouvez faire ça, vous pouvez mettre un star si jamais. Donc ça va, mais ça va rien faire parce que je n'ai rien. Parce que c'est juste un stack vide, ça va exécuter un stack CloudFormation vide. Voilà, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, il faut que je fasse le code et on va tester. Donc, alors ce code, dans RDS. On va le trouver où le code? Le meilleur moyen, c'est de partir dans la doc ou Google, Stack Overflow ou... Ouais, alors moi j'ai triché un peu, j'ai regardé un peu avant, et honnêtement, j'étais un petit peu déçu de la doc qu'il y avait sur côté la doc officielle sur CDK. Je la trouvais un petit peu difficile à digérer. Du coup, il y a un blog post qui est quand même beaucoup plus sympa. Puis bien la petite indication ici, la 3-minute reads, donc, en 3 minutes. Aïe, voilà ce que je craignais, c'est qu'on perd, on perd le son de Bachar qui se coupe. Et qui est complètement coupé. Donc Bachar disait qu'il est reparti de ce blog post qui permet de lire en 3-4 minutes comment créer une instance RDS à partir du CDK. Alors comme j'avais dit, je ferme le call et je rappelle Bachar, vous tapez un gros écran Skype le temps qu'on remette le call, il faut absolument qu'on fixe ce problème d'écran. Voilà. Et voilà, de retour. Désolé. À mon avis, ça va arriver une fois ou deux, c'est pas grave. C'est un petit peu embêtant, ouais. Désolé pour ça. Donc ce que je disais, c'est qu'il y avait un blog post qui était pas mal là. Donc le crédit revient à Cameron Jenkinson qui explique comment avec CDK déployer une base de données RDS. Il prend l'exemple d'Aurora. Bon, il prend le serverless Postgre, mais nous c'est MySQL, ça ne change pas grand chose. Et puis, il explique comment utiliser Secret Manager. Il donne des exemples. Donc, moi, je pense que c'est un bon point de départ, là, parce que ça va un peu plus vite, honnêtement, que d'essayer d'aller... donc, la doc, elle est disponible, mais honnêtement, il n'y a pas d'exemple simple en script de comment le faire. Je pense que moi, des fois, je suis un petit peu impatient. J'aime bien avoir la réponse un peu vite. Je vous invite peut-être à regarder là-dessus. Donc, si on prend
Je vais mettre là, le blog dans les commentaires également. ouais, Comme ça, tout le monde l'aura sur le Twitch. Et puis, il est à l'écran aussi. C'est un peu long pour copier, si vous le voyez à l'écran. ouais, je te l'ai envoyé si Ah oui, jamais. ouais, Si il tu est à veux l'écran, là, c'est bon. Et donc là, en gros, notre point de départ, ça serait il faut faire apparemment une config. Et puis, avec cette config qui va définir en fait les différents paramètres, que ce soit par exemple le type d'engine qu'on veut, est-ce qu'on veut serverless ou pas, est-ce qu'on veut du Aurora ou du SQL Server ou du MySQL ou du Aurora MySQL, la version de l'engine. Bref, il y a tout un paquet de paramètres ici que vous pouvez voir. Qu'il va falloir qu'on gère. Il va falloir aussi qu'on regarde, donc c'est pas suffisant hein, cette documentation ici parce que nous on veut aussi placer la base de données dans un subnet bien spécifique, hein, rappelez-vous, on avait dit qu'on la mettait ici dans le subnet isolé. Donc ça c'est une chose qui ici n'est pas clairement spécifiée là, l'endroit où ça va être déployé. Donc on va faire ça, on va un peu rajouter un petit peu de L'idée, pendant que tu fais ça, l'idée avec le CDK, c'est toujours la même chose. Hein. Vous définissez un objet de configuration qui contient toutes les propriétés de configuration. Donc dans ce cas-ci, c'est l'engin de base de données, c'est le port sur lequel on veut qu'il écoute, c'est le type de machine. Donc est-ce qu'on veut des grosses instances, des petites instances, la quantité de stockage, la version de la base de données. Et puis on appelle un objet qui représente la base de données elle-même et on lui passe en paramètre ce fichier de config. Et à l'exécution, ça va générer un template CloudFormation pour créer cette base de données. Alors on va créer Alors là, ce que fait Bachar, c'est également, avec le code qui vient du blog, créer une référence à Secret Manager. Alors Secret Manager, laissez-moi vous en parler pendant 2 secondes pendant que Bachar tape du code. C'est un service entièrement géré qui sert à stocker vos secrets. Vos secrets, ce sont vos bases de données, vos mots de passe de bases de données, par exemple, des mots de passe pour accéder à des API ou des API keys. Toutes des choses que vous ne voulez pas nécessairement stocker dans des fichiers de configuration, certainement pas dans des variables d'environnement et encore moins hard-codées dans votre code. Donc l'idée, c'est de les mettre dans Secret Manager. Et puis il y a une API toute simple qui en un seul appel permet, depuis votre code, d'appeler Secret Manager pour dire « Hey Secret Manager, donne-moi le secret qui s'appelle ceci » et vous recevez le JSON que vous aviez stocké dans Secret Manager. L'avantage de Secret Manager, c'est que c'est un service entièrement géré, donc vous n'avez pas d'installation, d'update à faire. Voilà, il est hautement disponible dans une région et entièrement sécurisé. Vos secrets sont chiffrés avec des clés qui sont gérées par KMS, qui est le service de gestion de clés. Tu veux rajouter quelque chose? Non? Ok, je te voyais. Quand tu te poses, je me dis, tiens, tu veux dire quelque chose? Pas du tout. Tu fais ça très bien. Donc là, ce que je fais, c'est que je suis en train de rajouter. Vous voyez là par exemple, j'ai besoin de définir c'est quoi le username qui va être utilisé quand on génère le secret. Puis je vais aussi définir l'engine, ça c'est nécessaire en fait pour pouvoir, on va vous parler un petit peu après, mais on va faire de la rotation de mots de passe aussi. Donc il faut dire que l'engine c'est MySQL pour pouvoir définir le comportement de la rotation des mots de passe. Donc ça, moi je les sors juste dans le fichier de config. Donc là j'ai créé un élément que j'appelle RDS. Puis donc je les mets là, je les copy-paste. Ça c'est dans la config du CDK, de notre script CDK, ouais. On met les valeurs qu'on veut et on met notamment le username password initial qu'il faut utiliser pour la création de la base de données. Juste le username, le password en fait, il est généré il va m'auto-générer en fait un mot de passe lui-même. Il va me rajouter une clé, là, password. Vous allez voir ça après quand on ira dans Secret Manager. Puis ça va être un random, un truc qui est généré aléatoirement. D'accord. Donc je n'ai pas besoin de hard-coder un mot de passe par défaut, ce qui est encore mieux. Donc là, on peut rajouter aussi quelque chose qui dit. Et donc cet objet qui s'appelle Database Credential Secret, qui représente le Secret Manager, on va le passer aussi en paramètre à la base de données, parce que finalement, la base de données, elle a besoin de savoir quel est son root user et quel est son mot de passe par défaut. Alors voilà, ouais, exactement. Ouais.
Donc là, je vais juste faire encore quelque chose ici. C'est que ici, isDev, en gros, c'est props.env. Voilà. Donc j'ai créé une variable que j'ai appelée env qui dit que type, excusez-moi. Je vais l'appeler en fait environnement en fait. Env, c'est mieux env. Je vais l'appeler env et c'est dev. Attention, tu as déjà un autre env juste en dessous. Hein. J'ai déjà un autre. Ah, excusez-moi alors. Environment type. C'est pour ça qu'il faut toujours être deux perdus quand on regarde du code. Merci. Sinon ça aurait fait un petit peu. Ça, c'est un des avantages du CDK aussi. Comme c'est du code, on peut se permettre d'avoir une variable d'environnement ou une variable dans un JSON qui dit voilà, là je suis en train de créer un environnement de prod ou de dev et sur base de ça, faire des if dans son code. Dire si je suis en prod, je fais ça. Je prends des machines plus grandes par exemple ou plus d'instances. Et si je suis en dev, je travaille plutôt à minima pour minimiser les coûts. Donc lui, là, il a mis une nomenclature pour identifier la base de données, qui est pas trop mal. Bon, on va un petit peu la modifier, mais en gros, on va mettre le type d'environnement ici, ça va être dev ou prod. Le nom du service, on va faire la même chose. On va rajouter quelque chose comme excusez-moi, RDS. On peut rajouter un service name ici qu'on peut appeler c'est pour supporter le service guestbook finalement ça. Donc cette base de données elle est pour voilà. Donc je me suis pas trompé ici, props rds.servicename, ouais, ça a l'air correct. Props environment type, serverless, Aurora, mais pas Postgre, c'est Aurora MySQL qu'on a décidé la dernière fois. Ou c'est Aurora. En fait, il faut dire Aurora, je crois. Je crois que la valeur, c'est Aurora. Ça, on peut aller vérifier dans la doc, vite fait, si vous voulez. Alors, pendant que tu fais ça, moi je réponds à une question de Offerlin qui dit peut-on imaginer d'utiliser des credentials AIM pour accéder à la DB à la place d'un login et password? Alors la réponse n'est pas directement, puisque c'est une vraie base de données MySQL, Postgres ou une base de données Oracle ou Microsoft SQL Server. Et donc ces bases de données ne savent pas ce que c'est qu'un AIM Access Key et Secret Key. Ceci dit, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'ai vu quelque part qu'il y a un Data API. Et le Data API, c'est une API REST sur laquelle vous pouvez vous authentifier avec votre clé Access Key, Secret Key, et qui va servir en quelque sorte de proxy pour envoyer vos requêtes SQL à la base de données. Et donc peut-être, avec le Data API, je dois faire quelques recherches pendant que Bachar a trouvé ta valeur. Ouais, il faut. En fait, ça dépend donc ça dépend de la version SQL qu'on va utiliser. Je crois que la dernière fois, on avait utilisé une 5 quelque chose. Ou un MariaDB, non? On avait pris MariaDB ou on avait pris MySQL? J'ai un trou de mémoire. Je crois qu'on avait pris MariaDB. Ah ouais? En tout Okay. en tout cas sur l'instance EC2. Sur RDS, je me souviens plus. On peut regarder. Ouais, c'est pas très, on l'a toujours. Plus, en principe, ça change pas grand-chose, non, honnêtement. Mais c'est possible qu'on ait pris MariaDB. Ouais, je me souviens plus, honnêtement. J'ai un petit trou de mémoire. Aurora SQL. Non, on avait pris Aurora MySQL. Oui, c'est vrai. Ouais, en serverless. Donc en fait, ici, j'ai juste atteint une fois de plus de tout rendre configurable. Donc je mets ça je vais rajouter en fait le service name, l'engine mode, l'engine et l'engine version, paramètres que je veux pouvoir passer dans la config. Donc je vais juste faire ça comme ça je les ai. Et alors, pendant que tu fais ça, j'étais regardé la doc de RD Data Service. C'est effectivement donc un service qui permet d'offrir des API REST Endpoint identifiés par un IAM Access Key, Secret Key pour faire un front aux bases de données relationnelles, mais ça marche qu'avec Aurora. Et je crois même que c'est Aurora Serverless uniquement. Donc la réponse est oui si on utilise Aurora Serverless. J'ai mis le lien dans la doc dans les commentaires. Alors ça, la version, il faut aller les chercher. Moi je l'avais regardé avant, je vais vous montrer où on la trouve celle-là. Mais il y a la liste des versions qui sont disponibles, qu'on a aussi ici quand on crée une nouvelle base de données. Donc, quand on crée une nouvelle base de données, en fait,
il va sortir en fait les différents. C'est peut-être le plus simple pour aller chercher les versions, non? On prend la console à côté, on fait semblant de lancer une base de données, et puis on regarde dans la Dropbox toutes les versions disponibles, et on va chercher la version qui nous intéresse. Alors moi j'ai pris ça à 5.6.10a, donc qui est là. Donc ça je mets là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai mon petit qui est venu là qui m'a. C'est normal. J'ai oublié de fermer la porte. Il parle tout seul à son écran. Oh ouais, qu'est-ce que tu fais, papa? C'est l'heure de manger. Alors, où est-ce que je suis? Donc, oui, ça c'est bon. Donc ça c'est remplacé. Maintenant, je vais juste fermer la porte, comme ça je vais pas être distrait, je suis désolé, je reviens. C'est tout simple. Pas de souci. Donc si on regarde cet objet config, qu'est-ce qu'on a? On a un identifieur du cluster, on a l'engine. La porte est ouverte, je l'entends passer, ça me distrait. On a la version, on a le Enable HTTP Endpoint, c'est justement ce RDS Data API dont on parlait qui est à true. Et puis après le reste c'est le nom de la base de données. Ça aussi, on va sortir database name, on va l'appeler. Enfin, on va garder les mêmes. Moi, j'aime bien garder les mêmes noms comme ça. Ouais, comme ça, c'est plus facile après à retrouver. C'est pas genre, il n'y a pas de traduction à faire. On l'avait appelé guestbook, je crois. Ouais. Ou guestbook-quelque chose, -dev. -dev. Ouais. Ah, mais je pense qu'il le fait. Il le fait peut-être automatiquement. On peut le faire ici. Hein. Ça, c'est le genre de choses. Qu'on peut faire ici. Oui, puisqu'on a dans du code, on peut concaténer deux strings et prendre le nom de l'environnement. Voilà. Et ça, c'est vraiment pour ça que j'aime le CDK, parce que du coup, cette classe, ce stack base de données, ça pourrait même devenir un master template dans votre société que vous partagez entre plusieurs équipes, et vous incluez des best practices de nommage, de tagage, des ressources directement dans ce code-là. Alors, je ne me suis pas trompé, là je suis en train de vérifier, mais je crois que ça a l'air bien. Donc RDS, database name, props, environment type, on a ça. Donc ça va faire quelque chose comme guestbook dash dev ou guestbook dash prod. Ouais. Théoriquement, je crois que ça crée. Ouais. Je fais une petite pub. Le 17 juin prochain, il y a le Summit AWS en ligne, et j'ai un de mes collègues justement qui fait un deep dive sur CDK et sur DevOps, et il va vous montrer dans la session comment faire du unit testing de ce code CDK. Donc vous pouvez inclure ce code CDK dans des chaînes de déploiement continu, d'intégration continue, et tourner des tests unitaires dessus avant de déployer l'infrastructure. Donc c'est le 17 juin, c'est en ligne, inscrivez-vous, c'est gratuit. Les sessions sont en anglais, mais toutes sous-titrées en français. Alors après, il y a juste un truc, master user, master password, ça vient de l'objet database credential secret, qui est en fait un secret dans Secret Manager. Donc ça, quand on fait appel à ça va créer un nouveau secret dans Secret Manager, et puis ça va populer en fait le champ username avec ce que j'ai mis dans la config, le champ ng que j'ai mis dans la config, et ça c'est nécessaire pour la rotation, et lui-même rajouter un autre champ password qui va générer en fait, qu'il va générer lui, et qu'il va être capable de faire. Et on va rajouter la logique de rotation aussi après, hein, by the way. Mais là on va y aller step by step. Donc ça c'est ici. Maintenant le problème qui me manque, enfin ce qui me manque, c'est le placement. Le placer dans le bon VPC. Si je fais ça, je pense qu'il le met dans le VPC par défaut, à mon avis. Probablement. Donc là, probablement. Donc là, si on regarde dans la doc, alors attends, excuse-moi. Il devrait y avoir un VPC, une référence. Ouais, VPC Security Group, j'ai vu, mais ça c'est déjà trop tard. Avant ça, il faudrait choisir le VPC. Je crois que attends, je suis pas sur le bon truc, attends, parce qu'il y a plusieurs classes. Là, on est sur la classe. Nous, là, dans l'exemple qu'il a donné, c'est un CFN DB cluster. Donc, il faut faire attention ici. C'est un CloudFormation DB cluster. On va regarder les propriétés qu'ils ont. Et lui, il devrait avoir donc il a un DB. Il a un DB cluster. Il a un subnet non, group. Il a un subnet group. Il a un subnet group. Tu le vois où? Je sais plus. Je l'ai vu un moment. Ah oui, là, voilà. Ouais.
Ouais, ouais. Et puis il devrait y avoir quelque chose pour placer avec le VPC, non? Non, dans la console, la semaine passée, on avait passé un peu de temps là-dessus aussi. Il fallait créer un subnet group. Donc un subnet group, comme le nom Ouais, l'indique, c'est un groupe de subnets. Donc on donne nos ouais. 3 subnets, ça crée un subnet group et puis on passe ça au cluster et c'est lui qui va faire le positionnement. Donc il faut passer un DB subnet group name ici quelque Mais part. là, on est dans un script CDK et donc c'est le CDK qui crée notre VPC. Donc ce sont des paramètres dynamiques qu'il faut passer entre Ouais, stacks. ouais. Et là, on n'a pas de VPC. On n'a pas de VPC. Donc attendez, je vais faire ça comme ça. Je vais faire juste un to do, comme ça on sait qu'on est là. Hop. On n'a pas de VPC, donc là il faut récupérer le VPC, c'est un bon point. Mhm. Et pour récupérer le VPC, il faut qu'on fasse un peu de magie. Donc je pense qu'il y a 2 cas de figure. Il y a un cas de figure où on déploie tous les stacks en même temps, puis il y a le cas de figure où on déploie les stacks un par un. Donc quand je fais mon CDK deploy, je décide de déployer et le VPC et le RDS, il faut que mon code marche. Mais si je décide de déployer juste RDS, il faut aussi que mon code marche. Mais dans un cas, le VPC, en fait, dans le premier cas, le VPC il vient juste d'être créé par le premier stack, donc je l'ai quelque part, en fait. Il est là, il existe. Et dans le deuxième cas, en fait, je l'ai pas, il faudrait que je le cherche, il faudrait que je le récupère. Et alors, pour le récupérer, on peut commencer par ça, si vous voulez, par comment est-ce qu'on récupère un... Il y a une fonction qui s'appelle lookup. Et Euh, donc, lookup, ça va aller chercher méthode dans un stack déjà déployé un ID de ressource qu'on voudrait réutiliser dans ce stack-là. C'est un espèce de runtime lookup sur Ouais. l'infrastructure qui est déjà déployée. D'accord, je comprends. Donc, en gros, alors ce qu'il faut, c'est rajouter le package EC2 parce Mhm. que c'est lui qui fait ça. Et puis, ce qu'il faut, c'est, bon, en gros, on pourrait se faire une variable qui s'appelle VPC, enfin une constante qui s'appelle VPC. Puis là, je fais ec2.vpc. Et puis là, je fais le from lookup qui est là. Et from lookup, il prend en fait plusieurs paramètres. Il prend le scope, donc ça c'est le scope, c'est moi-même, c'est this en Mhm. fait. Et il prend un ID et des options. Ok? Donc l'ID, ça devrait être, si on regarde, il n'y a pas beaucoup d'exemples, hein. Mais en gros, l'ID, c'est le nom, ça devrait être le nom du VPC. Donc ici, moi, ce que je vais faire, je vais imaginer que dans ma config, une fois de plus, je vais me rajouter le nom du VPC, qui est d'ailleurs là, je pense, en fait. Oui, il y a vpc.name, tu vois, il est là. Ouais, Donc en fait, je l'ai déjà. ouais, Alors, je vais ouais. retourner ici. Ah ben, il est là, en fait. Bah, c'est parfait. En fait, il est là. Donc props.vpc.name, il existe déjà. Et après, il faut voir les options. C'est quoi les VPC lookup options qu'on peut mettre? Alors là, on va regarder. Et ici, on peut chercher, on ne connaît pas l'ID, hein, mais je connais le nom. Donc il va falloir, la seule contrainte là que j'introduis, c'est qu'il faut que je m'assure de l'unicité des noms, hein. S'il y a des noms, s'il y a 2 VPC qui ont le même nom, je risque d'avoir un comportement Ouais. qui est Imprévisible. imprévisible ou je sais pas, enfin un comportement non voulu. Donc Euh, c'est pas le default VPC et le VPC name, ça serait la même chose en fait. Je vais faire comme ça. Ouais. Donc l'ID, je lui redonne le même parce que c'est comme ça que je l'appelle, mais en fait je cherche par rapport à ça. euh, Ça fait comme un select, si vous voulez, ça va faire un lookup sur le nom du VPC. et juste une question, tu dis le scope c'est 10 alors que tu reçois un paramètre qui s'appelle scope. Mais tu as pratiqué ça récemment, donc tu le sais certainement mieux que moi. Ben, c'est toi-même en fait, c'est ta classe. Ok, d'accord. Ouais. Mhm. Ouais, le scope que tu reçois, je suis pas sûr en fait à quoi il correspond en fait. D'accord. C'est l'app, non, je pense que c'est l'app. Ah, c'est l'appel même. C'est Parce l'app que si tu CDK. regardes, Mhm. ouais, c'est l'app qui est un CDK app. Mhm. Et un stack, c'est différent. Parce que si tu regardes le constructeur, tu vois, c'est le constructeur, le premier paramètre, c'est scope. Puis ce que tu passes dans bin, quand tu instancies la classe, c'est app, qui est D'accord, l'app CDK. d'accord, Donc c'est d'accord, pas la d'accord. même chose, le scope et this. This, c'est toi-même. Donc c'est le stack en lui-même. Et là, lui, ce qu'il veut, je sais que d'expérience, il veut toujours
il veut lui-même. Il veut le stack, quoi, en fait. Donc je répète depuis le début. La base de données, pour la créer, il faut la créer dans un VPC. Le VPC, il est créé dans un autre stack. A priori, on n'exécute pas ces stacks au même moment, donc on ne peut pas simplement passer un paramètre comme on le ferait dans une application normale. Donc ce qu'on fait dans le stack de la base de données, on appelle un élément qui s'appelle VPC Lookup pour faire une recherche de l'infrastructure du VPC qui est déjà créé, et ça devrait nous retourner le VPC ID, et à partir de là, tu peux créer un subnet group. Parce qu'il y a encore un gap là, hein. Le VPC Lookup, il nous retourne un VPC ID, ou un objet VPC en tout cas, et puis nous, on a besoin d'un subnet group. Ouais, c'est un très bon point. Puis en fait, pour créer un subnet group, il faut aller voir dans la doc, il y a où est-ce qu'il est? Ici, bam, voilà, c'est ça que je cherchais. Ici, il y a un CFN DB subnet group. Et là, alors, ce qu'on peut passer dans le constructeur, c'est plusieurs choses. C'est une liste des ID des subnets concernés. Donc là, nous, on veut le mettre où? On veut le mettre ici, hein? On veut le mettre tout en bas. On veut le mettre dans notre dernier subnet là-bas en dessous. Voilà, donc il faut que je puisse récupérer les ID de ces subnets. Ok? Donc il faut que je fasse un lookup. Sur le VPC lui-même. Sur le VPC. Vu que j'ai le VPC, maintenant j'ai ça. Donc je vais pouvoir faire un lookup là-dessus. Et puis, et là, je donne une description. Tu parles d'un lookup en runtime, donc l'API qui va aller regarder en runtime le nom des subnets, ou est-ce que dans l'objet VPC qu'on reçoit, il y aura toute la description du VPC et il suffit de trouver le bon subnet ID en itérant sur tous les subnets dans l'objet VPC? Alors je crois que, et puis là je découvre un peu aussi, hein, je suis pas un expert de CDK, mais je crois que le comportement que CDK fait, c'est que quand la première fois tu le fais, il fait un lookup, puis il cache ça dans un fichier qui s'appelle de contexte. Il y a un fichier qui s'appelle cdk.context qui est un JSON. Qui est créé à l'exécution. Qui est créé en fait, voilà, donc la première fois que, par exemple, quand tu cherches des AMI ou quand tu fais des lookups, j'ai remarqué un comportement où il va cacher ça là-dedans. Donc, quand toi tu réexécutes la prochaine fois, il va pas faire le lookup à moins que tu clears le cache toi-même manuellement en supprimant le fichier, ou alors en passant un paramètre dans la commande CDK qui est, je sais plus c'est laquelle, pour forcer que le cache soit annulé, soit invalidé. Donc voilà, donc il faut voir un peu. Ouais, il y a plusieurs comportements ici. Alors je te laisse taper. Ouais, pas de souci. Parce que je garde un œil sur l'horloge également, comme d'habitude. Il est un peu... 7h-20. Donc c'est beaucoup de code dans cet épisode. Mais c'est ça le principe du live coding aussi. Hein. On code en vrai à partir de la doc, à partir de blocs, comme vous le feriez vous au boulot ou à la maison. Donc là c'est les props. Donc j'ai un ID. Faut que je passe. Attends, c'est quoi? Je suis perdu. Non, alors je crée un nouveau. Scope ID props. J'ai mon scope. J'ai un ID, j'ai les props. Donc il manque un ID. L'ID, il faut juste que je lui donne un nom. Ça peut être, je sais pas moi, subnet group. Puis on va mettre genre, je sais pas. Un database. C'est toujours bien de mettre de mettre un nom dynamique. Que si on exécute plusieurs fois, ça ne soit pas toujours le même. Pendant que tu fais ça, j'explique aussi pourquoi est-ce qu'il y a des classes CDK qui s'appellent CFN quelque chose, et puis des classes qui s'appellent juste quelque chose. Par exemple, il y a VPC, et puis il y a CFN Subnet Group. Toutes les classes sans CFN, ce sont des constructs de plus haut niveau, donc des classes qui abstraient beaucoup de concepts sous-jacents et qui vous permettent, comme un VPC, en juste 2 lignes de code, de faire un VPC avec plusieurs subnets, avec des gateways et tout configuré comme il faut. Tandis, on n'a pas des constructs de haut niveau pour tous les objets possibles, et donc pour tous les objets, je dirais plus bas niveau, il y a des classes qui ont été générées automatiquement, qui s'appellent ces classes CFN quelque chose, qui elles sont très très proches de l'API. C'est presque un mapping one-to-one avec les constructs que vous avez trouvés dans CloudFormation par exemple. Donc quand vous voyez un CFN quelque chose, en général il y a un peu de code à écrire, et pour avoir une bonne doc des objets CFN, vous allez voir dans la classe CloudFormation, c'est construit automatiquement
à partir des structures de données CloudFormation. Donc c'est ça que Bachar est en train de faire pour les DB Subnet Group là pour le moment. Ok. Donc là, description, je sais pas. Là, je vais peut-être la recoder. Ouais, enfin, où je peux mettre là. Je peux aussi mettre là. Bon, là, c'est peut-être un peu overkill. Je peux la recoder peut-être ici, la description là. Subnet Group pour les bases de données. Ouais. En anglais, for the database. C'est marrant, on fait du live coding en français, mais on continue de mettre les commentaires. Bon, après, si vous voulez, vous pouvez mettre ça dans la fichier de config. Ça, c'est un choix. Bon, là, c'est peut-être un peu overkill, mais après, si là, le fichier de config, il va faire 10 000 lignes de code si je continue comme ça. Mais ouais, ça, c'est un choix. C'est votre choix. Donc, les subnet ID, il faut pouvoir les targeter. Bon, en fait, je pourrais être un petit peu plus dynamique quand même ici. Je pourrais quand même peut-être juste... Enfin, peut-être que je vais faire comme ça en fait aussi. On a un peu fait ça tout le long. Donc là... Oui, allez mettre le nom de l'environnement, le nom du service dans la description, ça sera plus clair. Et de toute façon, on a ces variables, on est dans du code, on a accès à ces variables, donc c'est juste une concaténation de strings. Là où je suis curieux, c'est l'étape suivante. Comment tu vas aller chercher les subnet ID? Alors, voilà, là... Give me subnet. Non, ça serait cool. Hein. Mais c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal proche de ça. Attends, on va aller voir. Parce que je répète, VPC c'est un objet haut niveau. Donc justement, on n'est plus au bas niveau proche de CloudFormation. On est sur un objet de beaucoup plus haut niveau qui offre des tas de facilités. Et donc effectivement, c'est pas impossible qu'il y ait un get subnet avec un filtre. Et hop, ouais, il y a sûrement une méthode là. Un tableau de subnet. Select subnet. C'est pas mal ça. Ouais. Select subnet. Et ça prend quoi en paramètres? Ça retourne des selected subnet. Cool. Et ça prend un paramètre, un subnet selection, et ça me retourne ça. Ça, c'est quoi? C'est une interface. Ok, c'est toutes les informations. Ah, il y a les subnet ID. Ah bah voilà. Je vais pouvoir les taper, les subnet ID. Je vais pouvoir faire point. Ok, donc il me retourne un objet qui contient un élément, une propriété subnet IDs, qui est un array. C'est parfait, c'est bingo. Donc ici, il y a quelque chose que je vais faire à un moment donné, ça va faire comme ça en gros. Il y a quelque chose ici au milieu là, il faut que je définisse, mais en gros, j'ai la fin. Yahoo! Et je sais qu'il faut que j'appelle la méthode select subnet, on a dit, hein, c'est ça? Et le prop du subnet group, parce que là tu es dans un objet JSON, tu as encore besoin des accolades s'il te retourne un array. Exact. Donc il faut que, en fait, alors là, il faut que je fasse select subnet, il faut que je définisse ce que je passe, mais ce que je target, c'est le subnet ID. Select subnet, c'est quoi les subnet selection? C'est ça. C'est subnet type. Ça c'est parfait ça. Parce que tu sais, on a les trois types, on a public, privé et isolé. Et donc tu peux demander de retourner les trois subnets isolés. Ouais, voilà, ouais. Ok, donc en fait, on va y arriver. Ce que je veux faire, c'est subnet type ici. Subnet type, 2 points. Et là, je veux targeter le type isolé. Donc ça, c'est ça. Je suis dans ec2.subnettype.isolé. On a écrit beaucoup de code, mais il dit, il n'est pas content. Et un expected token, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire un truc bête quelque part. Il manque une erreur de syntaxe. Un crochet fermant, non? Ah non, c'est un peu petit, non? Tu as les square brackets. Qu'est-ce que j'ai fait faux? Alors, hops. Je le vois pas. Attends, hop, je agrandis un peu. Alors, new RDS de trucs chouettes. Bon, ça c'est pas. Ouais, mais VPC.select subnet c'est un array, donc est-ce que tu as vraiment besoin du square bracket avant et après? Ou tu peux passer ça directement au subnet ID sans créer un objet entre les deux? Bon, alors, je peux faire ça. C'est un peu lourd, là, j'ai écrit une méga ligne de commande. Je peux mettre ça dans une variable, si vous voulez, c'est peut-être plus facile à lire. Pas de souci, hein. Mais en gros, on peut tout à fait faire ça. Et tu définis tes isolated subnets, ouais. Ouais, alors, je vais pas créer trop, mais en gros, c'est la même chose, hein. C'est un petit peu, je peux définir. Ah, mais oui, c'est peut-être ça l'erreur.
Oui, c'est Pourquoi la j'ai mis un array? Oui, c'est ça l'erreur. T'as raison. Excuse-moi, j'ai pas compris, Seb. J'ai pas compris ce que tu me disais. Oui, ça, y a pas besoin. Mais Ouais. pourquoi c'est pas une erreur de syntaxe, ça? Ça, c'est une erreur. T'as raison que c'est une erreur, mais c'est pas l'erreur de syntaxe. Alors là, maintenant, il se plaint ici, unexpected token. Euh, Oui, oui, c'est normal. Je mets pas de point virgule. Là, je suis dans un config. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Mais t'as raison, c'est un bon catch parce qu'effectivement, ça retourne déjà un array. Mhm. Donc, j'avais pas, moi, j'avais fait ça Ouais, tu l'avais mis dans un objet. dans un objet, ce qui Ça est pas. aurait été pris au moment du CDK Synthetize, hein, il aurait Ouais, détecté ça. ouais, ouais. Euh, ok, là, qu'est-ce qu'il se plaint? Ah oui, Secret Manager, il connaît pas. C'est quoi Secret Ah oui. Manager? C'est un Donc doute. chaque fois qu'on utilise une classe CDK, bah, il faut l'importer, que ce soit en TypeScript, en JavaScript, en Java, c'est la même chose, en Python. Et le CDK est extrêmement modulaire, donc vous ne devez pas importer tout le CDK, uniquement les références, les librairies des objets que vous utilisez. Alors, Donc je il y a vais un vérifier. import. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr, hein. Je vais vérifier quand même. Et en Node.js, il y a aussi un npm install. Ouais, il va falloir que je les fasse tout ça et que je les rajoute dans le package JSON. Il fait ça tout seul, Euh, quand tu fais npm install, il rajoute ça, ouais. il manage ça. Dash save, ouais. Faut faire dash save ou pas? Je sais jamais en fait. Il faut pas faire. Non, Si tu fais juste npm install, il le rajoute ou il faut faire dash save pour le rajouter? Je sais jamais. il le rajoute. Il le rajoute, hein? Ouais, Ok. ouais. Alors, Le Secret dash save, Manager. j'avoue que je sais pas. Si quelqu'un sait, mettez ça dans les Il me semble. commentaires et Ouais, il on me semble, partagera je avec sais tout pas. le monde. Euh, RDS is not defined. Bien sûr, RDS is not defined. Donc ça aussi, il faut que je le rajoute. Ouais. Alors on passe un peu de temps là-dessus, mais dites-vous bien qu'une fois qu'on a ce script, on peut créer autant d'environnements qu'on souhaitera avec notre VPC, avec notre instance EC2, avec nos bases de données. Donc ça vaut la peine de passer un tout petit peu de temps sur ce script, parce que c'est lui qui va nous permettre de déployer autant d'environnements qu'on a besoin pour des tests, pour de la pré-prod, pour de la prod. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui manque? Donc là, on a défini le DB subnet group, le master username, master password, il est là. Après, il y a des choses. Bon, là, il a mis au niveau du scaling, il a mis un petit peu des variables qu'on pourrait sortir dans la config, hein, aussi. Bon, Ouais. là, on va les laisser en attendant. On peut toujours améliorer plus tard, hein, on n'a pas besoin de tout faire aujourd'hui, hein. Mais en gros, il met des configurations de scaling différentes, des périodes de rétention différentes pour les backups, si c'est en dev ou en prod. Mais moi, je pense qu'on devrait essayer. La seule chose qui nous manque maintenant, c'est la ligne de commande qui crée le. Parce que là, j'ai juste fait la config. J'ai pas encore appelé en tant que tel. Donc, je retourne dans son exemple, qui est en gros. Qui est ça en fait? Voilà. Donc là, on a défini le subnet group, on a défini la config, on n'avait pas encore défini la base de données elle-même finalement, un bon point. Ouais. Donc là, on a juste la config. Alors, il n'est pas content là. Donc moi, j'ai copy-pasté son code, mais alors je crois pas que, en fait, je suis pas sûr qu'il prenne un autre paramètre là. Je crois que là, il avait fait une erreur. Je vais vérifier dans la doc vite fait. Regardez ce que fait cette ligne qui est en erreur là pour le moment. Sur une base de données, il y a un flag qui dit delete protection qui empêche de faire des erreurs et d'aller effacer des bases de données. Et là, ce qu'il dit, c'est si on est en développement, ben, on met ce flag à false, donc vous pourrez effacer la base de données à la main dans un console si vous avez les permissions pour le faire. Si on est en prod, il y a le delete protection qui est activé. Donc ça aussi, c'est un petit exemple des avantages d'avoir du code pour définir son infrastructure. Ouais. Je suis pas trop sûr ce qu'il veut faire là, je vais aller vérifier la doc, parce que là il a oublié une accolade. Alors je vais juste vérifier que ce qu'il a fait c'est bien correct. CFN DB cluster, j'ai juste vérifié vite fait parce que je crois pas. Il prend le scope, l'ID et des propriétés. Le scope, l'ID et des propriétés. Non, mais ça n'existe pas, hein. Je crois qu'il s'est un peu trompé. Alors, le deletion protection, à mon avis, c'est peut-être un paramètre qui est géré ailleurs. Ok, ignorons pour le moment alors. C'est peut-être dans les propriétés, justement. Dans le DB config. Ouais, tu vois, ici, je serais pas surpris. Ah non, il est pas là, je le vois pas. Deletion. Oui, il est là. Ah ouais. Donc en fait, on pourrait le remonter dans le DB config. Ouais, ok, je peux le remonter là s'il veut. Ça peut être sympa là. Je vais peut-être lui donner ce feedback là sur le blog, ouais. Sur son blog, ouais, parce qu'il a fait une petite erreur. Je crois que c'est ça qu'il voulait faire.
On va tester là, Voilà. mais je pense que c'est ça. T'oublies pas le point virgule ouais. au bout. Ouais, Je le sais que point c'est pas virgule. absolument nécessaire, mais... et là, on a tout. On peut Là, déployer ce stack. théoriquement, on a une BD. Ouais, théoriquement, on a une BD. On va tester. Hein. Je suis pas sûr que ça va marcher du premier coup là, mais on va essayer. On va essayer. Je vais faire un deploy Donc direct. CDK deploy, le nom du stack et le nom de l'environnement, enfin le nom du Qu'est-ce fichier. qu'on a oublié de faire déjà? Cannot- Tous nos Ah oui, NPM install. les NPM, évidemment. Ouais, ouais, NPM install. Nos NPM install. Alors, on Il y en a que deux, non? Il y a AWS CDK / AWS-Secret Manager. Ouais, je crois qu'il y a lui, puis il y a RDS, puis EC2, je pense qu'il est là, mais on va EC2, vérifier. il était déjà là. Hein. D'ailleurs, je vais tester, est-ce que ça le rajoute dans le package ça? Parce que moi, je fais toujours dash save. Attends que l'exécution soit terminée. Hein. Hop, Ah, voilà, il a été rajouté. Ouais, on le il voit. est là, il est rajouté, t'as entièrement raison. Donc ce dash save sert à rien. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais je suis pas expert. Tu utilises une option, puis je Par fais l'hypothèse habitude, que c'est à ouais. cause de ça. Voilà, c'est ça, alors je le mets tout le temps, mais en fait, je sais pas ce que ça fait. Ça, peut-être, ça expose mes mots de passe sur. Je sais pas. Ok, on réessaye. Je sais pas si ça a marché hein, du premier coup. Je serais surpris. Ouais, ok. Je serais quand même surpris que ça marche du premier coup. Qu'est-ce qui se passe? Alors attends. Oh là là, il y a une erreur longue. Alors, oh là là. Home user resolution error trying to construct. Alors attends, j'essaie de remonter sur d'où est-ce qu'elle vient l'erreur dans mon code. Il faut juste que je trouve une ligne qui pointe vers mon fichier pour que je sache au moins où ça origine. L'origine de ça. Encore plus haut. Attends. Appnode function synth. Absint. Oh mon dieu. Il est. Bon, alors si jamais, je crois qu'il y a un dash debug qu'on peut aussi utiliser qui donne, je crois, plus d'infos. Je peux essayer. Pas certain que ça sera Parce que là, plus lisible. je sais pas si c'est plus lisible, mais je crois qu'il y a un dash debug si je me trompe pas. On va voir s'il nous donne un peu plus de. Oh, il donne. Ça existe, dash debug, non? Debug. Trace, non? Print Verbose. trace for stack. Verbose, merci, voilà. Okay. Moins V. Ouais, ou moins V. Au ouais, moins verbose. Ouais, moins V, c'est ça. Alors, je sais pas ce qu'il me donne là. Oula. Ouais. Là, c'est illisible pour nous. Hein. Sur cette couleur-là, on voit pas grand-chose. Ouais, c'est pas facile. Mais j'essaye de retracer. Il n'y a pas vraiment d'indication. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais regarder un temps vite fait. Alors, on va y aller par dichotomie. La dichotomie, c'est la. Tu mets des commentaires, tu enlèves la création du cluster, tu laisses juste la création des. Je vais juste y aller comme ça parce que là, c'est un petit peu. Ouais, ça c'est un peu violent parce que là c'est. C'est un peu violent, mais j'y vais comme ça, juste, je coupe par moitié. Ah, déjà, il a pas trouvé guestbook RDS. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait une faute d'orthographe? Guestbook RDS stack. Guestbook RDS stack, je l'ai bien appelé ici Guestbook RDS stack. Puis dans mon bin. Ouais, ça a l'air bien. Bon, la capitalisation a l'air bonne. Alors, pourquoi il n'est pas content? C'est guestbook, il n'y a pas de B majuscule, il y a bien R. Ok, bon, on va faire un list. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Ouais. J'ai enlevé le dash V parce que c'est un peu trop verbose. Guestbook. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Dev, VPC. Ah, dev, il rajoute dev. Il rajoute un dev dedans. Parce que regardez, on le fait là, le préfixe, je préfixe. Honte à moi. À moi. Tu vois, le stack essaye d'être trop intelligent et puis il nous Par perd. contre, ça explique pas l'erreur d'avant. Là, l'erreur était assez. Ok. Could not find any VPC matching. Ça c'est cool déjà, c'est une erreur un peu plus sympa. Alors comment j'ai appelé le VPC? Je l'ai appelé différemment. Alors, comment est-ce qu'on a appelé le VPC? C'est l'autre stack CDK, celui de l'épisode 2 qui appelle ça.
Alors, Et regarde donc, en comment je l'avais appelé. guestbook dev vpc stack / guestbook dev vpc. Ça, c'est une nomenclature, ouais, qui l'a. C'est lui Quand qui on fait ça, utilise. c'est pas ton code. Ouais, mais on peut le changer, hein. C'est parce Mhm. que tu sais, tu te rappelles comment on avait fait ça avec le VPC? On n'avait pas mis beaucoup de. On était allé assez. On avait utilisé pas beaucoup les paramètres par défaut. Mais ça, on peut le changer, hein, si Mhm. nécessaire. Mais bon, là, on va juste mettre à jour ici le nom, en espérant que ça va faire la Mhm. chose. Donc c'est le nom du tag, hein. Quand on dit le nom, c'est le tag qui s'appelle name avec un N majuscule. J'espère. Alors attends, on va voir, mais ça devrait. Ouais, ça a l'air mieux. Voilà. Donc ça passe. Donc la première partie passe. Donc on va voir, on va retester avec l'autre partie. Le message était vraiment mystérieux, pour être franc Mhm. avec toi là. Ça va être pas beaucoup. Question de M le Martien, est-ce que le CDK crée des ressources ou bien simplement génère-t-il un template CloudFormation qu'il faut ensuite appliquer? Les deux, donc il génère le template CloudFormation et il exécute ce template CloudFormation. En fait, c'est la ligne de commande du CDK qui va exécuter le template CloudFormation. Et donc quand on tape CDK deploy, ça synthétise, ça génère le template CloudFormation et puis ça l'exécute. Master username backup done. Non, alors j'ai toujours ce message qui m'aide pas beaucoup. Alors attends, je serais en train de regarder qu'est-ce que j'aurais pu faire de faux. Donc il aime pas ça. Il aime pas quoi? C'est la dernière ligne, celle qui crée le cluster? Donc tout le reste avant est bon? Ouais, non, mais ça oui, parce que tout le reste, si je fais ça, il fait rien. Il crée juste une variable Ouais, de oui, bien config. sûr. Ouais, mais au moins ça veut Il dire sert que à les rien. lookups fonctionnent, que le secret manager fonctionne, etc. Ouais, donc si je fais ça, ça devrait marcher. Il va me dire il n'y a aucun changement, il va rien faire. Mhm. Il va dire théoriquement il me dit qu'il n'y a rien parce que j'ai juste. D'ailleurs, pour illustrer la question précédente, on voit ici, il déploie, deploying, et puis il crée un CloudFormation change set. Donc, un change set, il calcule le delta entre le stack qui est déjà déployé Ah non. et le nouveau, et puis il applique ce delta. Et ici, Ah, il va au moins créer le secret manager, non? il Ah a oui, et le créé, subnet group. Ouais. il a créé le subnet group. Il a rajouté le subnet group. Donc avant, il avait créé le secret manager Mhm. parce que je l'ai mis là. Mais vraiment, c'est là qu'on a un petit souci. C'est à la ligne C'est quand on met d'après. tout ensemble. C'est la ligne Ouais, qui met tout ensemble. il y a tout qui casse. Euh, Euh, alors, alors, comme on a changé le code qui vient du blog, est-ce qu'on peut revérifier 2000 fois que le code du blog n'était pas correct finalement? bon, le code du bloc, il avait quand même un petit peu un problème au niveau malheureusement de là. Ça, c'est pas correct, hein. Ça, il y a une erreur de syntaxe, quoi, déjà Ah oui, dès le donc ça, départ. ouais, ça passerait pas. Ouais, Bon, je m'en doute. alors tel quel, ça passerait pas. Mais maintenant, je suis en train de regarder parce que je l'ai quand même fait, c'est un peu avant, donc je vais essayer de me souvenir. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? On a un cluster. Je vais mettre la doc ici à côté à droite. Je suis sur quoi là? Je suis sur les propriétés du défait. Voilà, c'est exactement ça que je veux. Donc j'ai un master username, un master password. J'ai parce que c'est pas obligatoire les autres paramètres, hein. Je crois pas qu'ils sont obligatoires. Attends, je vais juste augmenter un peu. Le VPC Security Group ID. Ça, j'ai pas. Ah oui, tiens, Ça, on n'a on pas n'a mis pas de mis. security group. Ça, c'est un bon point. Ouais, ça c'est peut-être. Mais bon, ça devrait pas. Ça explique pas cette erreur un peu bizarre. Oh. Cette erreur- je me demande, mais en fait. Ouais. Alors moi, ce que j'ai souvenir quand même la dernière fois, c'est que je spécifiais en fait des configurations. Bon, je spécifiais des configurations de scaling comme lui, mais je passais aussi, je crois, un VPC, un paramètre VPC. Plutôt qu'un subnet group? Non, je faisais les deux en fait. Je faisais comme ça, je crois, si je me rappelle bien. Parce qu'il est là, le VPC. Il Je a un lui paramètre passais. VPC? Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que dans la doc, je ne le vois pas. Alors ça m'embête un peu de rajouter des choses qui ne sont pas dans la doc. Et puis en fait, ouais. Mais en fait, peut-être que ça sert à rien. Je sais pas. Je vais l'enlever quand même parce que ça fait pas de sens. Alors, attends, je vais juste vérifier.
Security Group, ça me semble bizarre qu'il n'y en ait pas. Mais Oui, il est c'est optionnel. optionnel. Ok, donc notre application ne marchera pas parce que sans Security Group, personne ne pourra se connecter à cette base En fait, de données. vraiment, Mais ça, on pourra changer après. Ouais, donc il y a un truc qu'on passe qui est pas bon. Ce serait pas par hasard. Il n'y a pas une histoire qu'on peut pas passer un dash dans le nom de la database, non? Il n'y a pas d'histoire comme ça, hein? Je sais Ça, pas. c'est bon. C'est un peu des choses. Dans le snapshot identifier. C'est un peu des choses différentes là. Ouais, tu peux mettre main sur les 3 strings, DB cluster, final snapshot identifier. Ou est-ce que ça c'est trop long? Mais je pense pas, hein. Je pense pas, non, ça m'a l'air pas mal. Si tu mets cluster identifier, just main aussi. Tu peux mettre cette ligne en commentaire pour la récupérer après et la dupliquer. Ah, ou simplement faire comme ça, oui. Je peux changer ça aussi, mais alors c'est un petit peu là. Bon là, je vais faire je pense que je vais faire des CTRL Z après là, mais. Et le HTTP endpoint, on a vraiment besoin de garder ça? Pas vraiment, mais ça fait pas de sens. Genre pourquoi l'erreur est très très bizarre, hein. Ouais. Je pense l'arbre cache la forêt là un peu. Je pense pas que ce soit. Try to resolve a construct resource. DB cluster properties, DB subnet group name, node, actual node. L'erreur a l'air d'être dans DB subnet group name. Est-ce que ça serait un truc ici? Mm-hmm. Subnet ID, VPC select subnet. Mais ça, moi je pense que on peut tester, hein. On peut le tester en fait, on peut faire un console log de notre DB config pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ouais. Je peux faire comme ça, j'ai pas besoin de comme ça va pas cracher. Et déjà, Ah non, ouais, tu peux pas. Ouais, non, mais ça c'est toujours embêtant. Attends, je vais faire ça comme ça. Donc, tu vois, il a trouvé un array de subnet. Puis si tu regardes, ces subnets, ils ont un subnet ID. Mais alors par contre, pour un subnet IDs, oui, oui, il est là. Il est là, tu vois, il est là. Il est là. Subnet ID. Ah oui. Ah ouais. Ah non, ça marche. Regarde, si tu fais ça. Si tu fais point subnet ID. Ah ouais, ça va là, ça va l'afficher. Subnet ID sous d'un arrêt. Donc c'est exactement ça qu'on veut. Tu vois, c'est parfait. Donc c'est pas ça. Et le paramètre subnet ID du subnet group, il attend à avoir un arrêt. Ouais, tu te rappelles, on avait checké. D'accord, ok. Ouais, on avait checké ça ensemble. Donc le message d'erreur est quand même dans le DB subnet group name. Donc il y a quelque chose qui. Alors c'est peut-être le name, c'est peut-être alors la c'est peut-être le description. name. Regarde un peu le type de DB subnet group name. Est-ce qu'il s'attend pas à avoir un string qui est le nom du groupe et là on lui passe un objet qui est. Comment on lui passe un objet? Bah oui, puisque tu fais new RDS CFN DB subnet. Donc on lui passe un objet. Et DB subnet group name, c'est un string. À mon avis, c'est ça le problème. On doit extraire le nom ou faire un toString ou un truc comme ça. T'as raison. T'as entièrement raison. Ouais, t'as trouvé l'erreur. Ouais, c'est ça. Bien joué. Bien joué. Maintenant, je sais pas. Alors, il faut en Comment fait. on obtient le nom? Alors, attends. Il faut doit y une référence. Ouais, il doit y avoir. La référence, tu l'as. C'est point. Je crois que tu fais point .ref. Point .ref ou point. Ref, ça va retourner l'ARN probablement. Ouais, je crois que c'est ça. Tu fais point .ref. Mais est-ce qu'il veut avoir l'ARN ou est-ce qu'il veut avoir le. Alors 2B. Alors attends. C'est un très très bon point. C'est exactement ça le problème. On est là-dedans. Écoute, on va essayer avec la référence. Parce que je pense que Sinon, c'est point .name. Hein. Mais sur la doc de l'objet CFN DB subnet group, tu devrais. Ah, c'est là que tu es? Ouais. Pardon. Ouais. Non, je suis là. Non, mais ça, c'est la doc de. Quelqu'un qui dit dans les commentaires point .getName. Peut-être, ouais. Peut-être, c'est peut-être aussi simple que ça. Mais... Je crois qu'il y a une référence. Attendez, ce qu'on va faire. Attends, si tu vas sur le type CFNDB subnet group. Ok, on va y aller. Ouais, dans la doc, tu verras si c'est .ref, .name, .getName ou quelque chose comme ça. Mais...
Fort probablement. Ouais. Non, là, je suis sur en Python. Attends. On va aller sur. Ça, c'est JavaScript. Ref. Il y a une propriété ref. Alors ça, Il y a c'est une les propriété constructs props. logical ID. C'est quoi ref? Return a string that will be resolved Mais je crois que c'est ça. Il me semble que j'ai déjà vu, tu sais, en fait, ça va te donner la référence. Essayons voir. Et en dessous, il y a DB Subnet Group Names aussi, non? En dessous de tag. Ah ouais, peut-être, ouais. Ben, je sais pas. Ok, on peut essayer. On va essayer DB Subnet. On va voir. Essayons, sinon on essaiera ref. Quelqu'un disait tout à l'heure dans les commentaires, j'en ai pas parlé dans les vidéos, que JavaScript pour ça c'est un peu pénible parce qu'on peut pas vérifier les types. Et moi j'avais dit ouais, avec TypeScript c'est déjà plus facile. Et c'est vrai que pour ce coup-là, TypeScript nous aurait aidé parce que TypeScript aurait attrapé cette erreur au moment de la compilation. J'ai une autre erreur. Une erreur qui me dit que le engine mode serverless you requested is currently unavailable. Il n'est pas available. Okay. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attends, config def.json. J'ai mis serverless, j'ai bien écrit ça. La version 5.6.10a, ça c'était juste. Et puis l'engine c'est. Ah non, mais l'engine c'est pas. C'est Aurora. Non, mais c'est Aurora. Ah oui. Oui, mais attends, c'est parce que l'engine, on l'utilise, ce paramètre, on l'utilise à deux endroits différents. Ouais, ça. Oui, parce que tu l'utilises dans Secret Manager aussi pour dire quel est le type de base de données. Et donc tu peux dire. C'est ça. Je suis content que la connexion Skype est tenue jusqu'au bout. Bah attention, là tu vas nous porter. C'est le genre de truc qu'il faut vraiment pas dire, quoi. Surtout à 5 minutes avant la fin. Alors attends, je vais juste changer ça. Du coup, on retourne là, vite fait, Secret Manager. And Engine. Je l'appelais Engine, hein? Ouais. Et puis l'autre, j'ai changé Aurora, hein, Aurora. Je crois que c'est ça, ouais. L'engin, c'est Aurora, si on va voir dans le. Donc, on va vérifier en parallèle. Pendant que tu vérifies ça, il y a deux endroits où on doit dire l'engin. Il y a l'endroit où on crée la base de données, RDS, c'est là qu'on dit si c'est MySQL, Aurora, Postgres, Oracle. Et puis dans Secret Manager, on va mettre aussi une clé qui dit quel type de base de données c'est. Pourquoi est-ce que Secret Manager a besoin de ça? C'est pour pouvoir faire la rotation des mots de passe. Il doit savoir à quelle base de données il se connecte pour pouvoir changer les mots de passe. Et là, on avait utilisé une seule variable de fichier de config pour les deux, alors que c'est deux valeurs différentes. C'est MySQL qu'il faut dire à Secret Manager, parce que vu de Secret Manager, Aurora, c'est MySQL, il ne sait pas que c'est Aurora derrière. En revanche, quand on crée la base de données, on doit vraiment dire que c'est Aurora, ce que Bachar est en train de changer dans le code. Puis en fait, dans Secret Manager, il y a on pourra le faire aussi, hein, mais en fait, ajouter la rotation, c'est super facile parce que il y a une fonction qui est Secret Rotation, une classe qui s'appelle Secret Rotation qu'on peut attacher en fait à notre base de données. Voilà. Et là, il y a un exemple ici, Rotating Database Credentials. Donc en gros, si je fais ça, je fais pas mal ça ici. On pourrait faire ça la semaine prochaine, vu On l'heure. va faire ça la prochaine. On va peut-être pas le tester maintenant. Donc là, en parallèle, Bachar a tapé CDK deploy et on voit qu'il est en train de déployer. Et on a le feedback de l'avancement de progression du stack CloudFormation qui est retourné par la ligne de commande CDK. Et donc, il est en train de créer le cluster. Vous le savez, créer un cluster, ça prend quelques minutes. On va peut-être pas attendre la fin, il est déjà 7h10. Imaginons que ça marche, on a notre base de données avec Secret Manager. Encore une chose rapidement en 5 minutes, comment est-ce que l'application peut aller chercher le secret? L'application c'est du Node.js. Comment est-ce qu'elle peut faire? En fait, là, le secret, donc il a été créé. Hein. Ça, c'est le secret qu'on a créé avant. Si on regarde les valeurs, elles sont ici. Donc, il y a un mot de passe qui a été autogénéré. Il y a l'engine qui est MySQL, l'username qui est DBuser. Puis, en fait, il y a des samples, il y a des codes de samples ici qu'on peut utiliser qui nous expliquent comment récupérer le secret. En gros, on a dans le SDK de AWS, on a une classe qui s'appelle Secret Manager, puis il y a une méthode qui s'appelle getSecretValue, et on passe juste le nom du secret. Donc le secret ID, secret name,
Secret name, c'est ça en fait, c'est ce nom-là. Donc en passant ça, on peut vraiment faire un copy-paste de ça. Hein. Donc le code a été généré pour ce secret. Hein. Donc si je copy-paste ce truc, ça va marcher, hein, ce code. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier en fait dans notre application la façon dont il récupère la BD. Puis il y a un fichier en fait, il y a une classe de DB ici. On va un petit peu la retravailler pour pouvoir récupérer du secret. Et puis comme ça, ça gère avec. On va après pouvoir rajouter les rotations, etc. Et il y a une chose en plus à faire aussi, à notre application, il faut donner les droits d'appeler l'API Secret Manager Get Secret Value, qui lui permettra d'aller chercher Ouais, le rôle de l'instance EC2, il faut qu'il soit ajusté, Tout à fait, On fait ça en homework pour la semaine prochaine ou on fait ça en live la semaine prochaine? Bah écoute, on va voir, on peut faire une partie peut-être en homework et puis montrer. Je vais peut-être pas tout faire parce que ça prend un peu de temps malheureusement là, à tout coder. Puis donc on va faire on va un petit peu tricher, puis on va vous montrer les étapes, je pense les plus importantes, les plus pertinentes. Là, ce qui manque pour aujourd'hui, c'est vraiment ça, hein, c'est aller modifier, c'est rajouter cette fonction qu'on copie-paste de la console dans notre application et changer le script CDK pour ajouter la permission dans le rôle, redéployer, comme ça le rôle sera mis à jour et on repart. Il y en a pour probablement une demi-heure à faire ça, le temps de faire des copies-coller, aller peut-être un peu moins, un quart d'heure. Donc là, on voit, il a créé la BD. Il y a Xtalif qui demandait si le mot de passe que tu as montré dans la console, c'est un mot de passe en clair. J'ai répondu oui, hein, c'est du clair. Ce qui nous dit que dans SSM Parameter, dans Parameter Store, quand c'est un secret, il montre des petites étoiles, il ne montre pas le vrai secret. Oui, c'est pas les mêmes équipes qui font les produits. Et donc, ils peuvent avoir des standards de user interface un peu différents. Donc, n'oubliez pas aussi que cette base de données, elle a été déployée dans un subnet isolé. Donc, il n'est pas accessible à Internet. Donc là, parce que là, il y a toutes les informations. Hein. Si je vais dans RDS, le endpoint, il est là. Ça, c'est le nom du host. Mais vous n'allez pas. Ah non. Type maintenant de se connecter depuis l'Internet parce qu'ils sont déployés dans des subnets isolés. Je croyais qu'on allait te perdre juste pour la fin. Ça a bugué un tout petit peu, mais t'es revenu, c'est parfait. Bien, ben on va en rester là, vu l'heure. Désolé, on a été un tout petit peu plus long que prévu, mais c'est ça le live coding. On prépare un minimum, mais pas tout. Et c'est certainement pas du copier-coller de code. Et donc on tombe sur les mêmes erreurs que vous tomberiez également si vous étiez seul devant votre outil de développement. Et c'est ça, je crois, qui fait la valeur ajoutée. C'est que vous pouvez voir le type d'erreurs qu'on a, comment on les résout, comment on réfléchit à ces erreurs en se parlant, Bachar et moi. C'était pas du tout préparé l'erreur qu'on a eue aujourd'hui. Voilà, on débug en réel. C'est ça qui fait la valeur ajoutée du live coding. Bachar, bonne app. Bah, toi aussi. Donc le stack a fini, mais c'est un peu tard, mais oui. On a une base de données, ouais. Et puis on se verra la semaine prochaine. On continue l'aventure. Et on se retrouve jeudi prochain à 18h au même endroit. Je vous balancerai sur les réseaux sociaux le sujet. Je ne sais pas encore de quoi on va parler maintenant qu'on a notre base de données. Mais voilà, on a plein d'idées, donc on va continuer à creuser ça. Merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.